Chers élèves, ravis de vous rencontrer encore une fois, toujours dans la consolidation et soutien des prérequis de ce que vous avez vu en tronc commun scientifique, l'unité 1, l'écologie, mais aujourd'hui avec le deuxième chapitre qui est l'influence des facteurs édaphiques sur les répartitions des êtres vivants. Commençons par la restitution des connaissances. Et aujourd'hui, on va faire deux petites définitions d'où il y a toujours une confusion chez les élèves. C'est la texture du sol et la structure du sol. La texture du sol, c'est le pourcentage d'éléments minéraux présents dans le sol, sable, limon et argile, c'est-à-dire la composition granulométrique d'un sol. Par contre, la texture du sol, c'est la façon dont les particules de sable, de limon et d'argile sont disposées les unes par rapport aux autres. Alors, il faut toujours faire la différence entre la texture et la structure. La texture, c'est la composition granulométrique. Par contre, la structure, c'est la façon dont ces particules sont disposées les unes par rapport aux autres. Alors, deuxième exercice, c'est faire encercler la bonne réponse pour chaque proposition. Commençons par la première proposition qui est la perméabilité d'un sol est petit a importante pour un sol argileux, B importante pour un sol calcaire, C importante pour un sol mixte ou bien D importante pour un sol sableux. Sachant que la perméabilité, c'est le volume d'eau qui s'écoule après la gravité, alors pour un sol argileux où les éléments qui contiennent dans ce sol sont très fins, alors il ne laisse pas beaucoup d'eau s'écoule après la gravité, alors il n'est pas importante la perméabilité pour le sol argileux. De même pour le sol calcaire et le sol mixte. Par contre, il est très important pour un sol sableux car il a beaucoup de porosité. Alors les trois premières propositions, petit a, B et C sont fausses. Alors la bonne réponse, c'est D, qu'il est importante pour un sol sableux. Deuxième proposition, la capacité de rétention de l'eau, ou bien la capacité de rétention en eau. Les propositions, petit a, la quantité d'eau et d'air circulant dans le sol. C'est le pouvoir B d'un sol de retenir l'eau. C, c'est l'aptitude d'un sol à laisser traverser l'eau. Non. 2, ou bien la deuxième, la deuxième proposition, la capacité de rétention de l'eau. Petit a, c'est la quantité d'eau et d'air circulant dans le sol. B, c'est le pouvoir d'un sol de retenir l'eau. C, c'est l'aptitude d'un sol à laisser traverser l'eau. Bien D, c'est la manière dans laquelle les particules du sol sont arrangées. Alors pour chaque proposition, pour petit a, c'est la quantité d'eau et d'air circulant dans le sol. Alors cette phrase ne signifie pas la capacité de rétention en eau. Pour C, c'est l'aptitude d'un sol à laisser traverser l'eau. C'est le contraire, c'est la perméabilité. Alors la capacité de rétention de l'eau, c'est le pouvoir d'un sol de retenir l'eau. Et n'est pas la manière dans laquelle les particules du sol sont arrangées. Alors les propositions A, C et D sont fausses. Alors la bonne réponse, c'est B, c'est le pouvoir d'un sol de retenir l'eau. Troisième proposition, le pH d'un sol dépend de la concentration de petit a en ion K+, en ion Na2+, en ion H+, ou bien D, en ion Ca2+. Alors toujours le pH d'un sol, elle est liée à présence ou absence de H+. Alors là, les propositions K+, Na+, Ca+, alors il n'est pas lié ou bien il ne dépend pas le pH d'un sol de la concentration de ces ions. Alors les propositions A, B et D sont fausses, mais la bonne réponse c'est C, c'est le pH d'un sol dépend de la concentration en ion H+. La quatrième proposition,
la forme d'eau utilisable par les plantes est petit a, c'est l'eau de gravité, B, l'eau capillaire, C, l'eau de pluie, ou bien D, l'eau hygroscopique. Pour ces propositions, alors l'eau de gravité, c'est l'eau qui s'écoule après la gravité et qui passe en nappe phréatique. C'est l'eau de pluie, alors il tombe directement sur le sol, mais il va s'infiltrer, etc. Et D, l'eau hygroscopique, c'est l'eau qui va rester fixée aux particules du sol. Alors les propositions A, C et D sont fausses. Alors la bonne réponse, on l'appelle l'eau capillaire, c'est la bonne réponse. Alors la forme d'eau utilisable par les plantes, c'est l'eau capillaire. Le complexe argilo-humique est une petite a association des argiles à l'humus grâce à Ca2+, B, l'association des argiles à l'humus grâce à Cl-, au chlore, C, l'association des sables à l'humus grâce à Cl-, ou bien D, l'association des sables à l'humus grâce à Ca2+. Alors d'après le nom, c'est le complexe argilo-humique. Alors c'est une association des argiles à l'humus. Alors C et D, directement, ces deux propositions sont fausses. Il nous reste A et B. Alors association l'argile à l'humus, mais grâce à Ca2+, ou bien à Cl-. Alors pour former un complexe argilo-humique, on a toujours besoin des cations. Alors on aura Ca2+, la bonne réponse. Alors B, C et D, ces propositions sont fausses. La bonne réponse, c'est A, c'est l'association des argiles à l'humus grâce à Ca2+. Alors pour la sixième proposition, une plante calcicole. Les propositions sont petit a, fuit des substrats calcaires, B, tolérante des substrats calcaires, C, tolérante des substrats siliceux, ou bien D, il fuit des substrats siliceux. Alors une plante calcicole, c'est une plante qui aime le calcaire. Alors la proposition petit a, fuit des substrats calcaires, alors sera fausse. Alors C, tolérante des substrats siliceux, alors il est calcicole, n'est pas calcifuge, alors il ne va pas être tolérante aux substrats siliceux et il ne va pas être fuit des substrats siliceux. Alors ces trois propositions A, C et D sont fausses. La bonne réponse, une plante calcicole doit être tolérante des substrats calcaires. Alors, passons à autre méthode de restitution de connaissances, c'est répondre par vrai ou faux. Première phrase, l'eau hygroscopique est l'eau utilisable par la plante. On a vu tout à l'heure que l'eau capillaire, c'est l'eau utilisable par la plante. Par contre, l'eau hygroscopique, c'est l'eau qui reste fixée au grain du sol. Et on a également l'eau de gravité qui s'écoule après la gravité. Alors la réponse pour cette phrase, c'est faux. La deuxième phrase, c'est la capacité de rétention en eau d'un sol augmente avec l'augmentation du diamètre de ses grains. Alors pour la capacité de rétention en eau et sa relation avec le diamètre des grains de sol, on va voir cette planche ou bien cette figure qui montre que la texture du grosseur décroissante ou bien la texture du sol décroissante, du sable vers l'argile, on voit bien que la capacité de rétention en eau augmente. C'est-à-dire la capacité de rétention en eau d'un sol augmente avec l'augmentation du diamètre de ses grains. Cette phrase est fausse, c'est-à-dire la réponse c'est faux. Pour la troisième phrase, la structure compacte est la structure du sol la plus favorable au développement des plantes. Alors là, la structure compacte est la relation avec la structure du sol. Est-ce qu'il est favorable ou non pour le développement des plantes? Si on voit cette planche, on a normalement trois structures. Il y a la structure compacte où on voit des particules, des grains qui baignent dans une masse d'argile. Alors cette structure ne laisse pas ni l'eau ni l'air qui passe aux profondeurs. La deuxième
structure, c'est la structure particulière. On voit bien des particules et il y a l'air entre ces particules. Et il y a la troisième, c'est la structure glomérulaire. Il y a des particules en agrégat et il y a le complexe argilo-humique. Cette structure, c'est la plus favorable normalement au développement des plantes. Alors pour notre phrase, la structure compacte est la structure du sol la plus favorable au développement des plantes. La réponse c'est faux. Autre phrase, les vers de terre participent à l'enrichissement du sol en sels minéraux. Alors les vers de terre et sa relation avec l'enrichissement du sol en sels minéraux. Si on voit encore une fois une image avec un tableau, il y a des vers de terre et là, c'est la teneur du sol en éléments chimiques et la teneur des déjections des lombriques ou bien des vers de terre. On voit bien dans ce tableau qu'il y a une teneur des terricules. Il est riche ou bien très riche en éléments chimiques par rapport aux teneurs du sol. C'est-à-dire les vers de terre, ils participent effectivement à l'enrichissement du sol en sels minéraux. C'est-à-dire la réponse, c'est vrai. Passons maintenant à l'exercice de raisonnement scientifique et de la communication graphique et écrite. Alors, on va prendre la première situation. Le chêne-liège couvre au Maroc une superficie de 350 000 hectares. Il est considéré comme un patrimoine naturel. Pour étudier certains facteurs qui influencent sa répartition, on propose les données suivantes. Alors, donnée numéro 1. Alors, voilà le document qui présente une coupe qui montre la distribution horizontale de la végétation dans une zone de la forêt située entre Rabat et le plateau de Zaïr. On voit bien à partir de la forêt de Tmara vers le plateau de Zaïr. Alors, ce qui est demandé, c'est d'écrire la répartition du chêne-liège dans cette région, puis proposer une hypothèse pour expliquer cette répartition. Alors, comme vous voyez, on va reprendre l'image pour bien illustrer la nature de la végétation et la nature du sol. Alors, d'après la coupe, on a beaucoup de végétation. On a le chêne-liège, on a l'antisque, on a l'olivier, on a le pistachier, etc. Alors, ce qui est demandé, c'est la répartition du chêne-liège. On voit bien dans la coupe que le chêne-liège se trouve dans le sable, et se trouve également dans le sable plus argile, se trouve également dans le schiste et se trouve également dans le granit. Mais elle est absente dans les sols où il y a le calcaire. Alors, si on veut répondre à la première question, alors on observe que le chêne-liège se développe sur le sol de nature siliceuse, alors granit, sable, sable plus argile, schiste, alors qu'il ne pousse pas dans les sols de nature calcaire. Comme hypothèse, on peut dire que le chêne-liège, il préfère le sol siliceux, alors il est silicole, et fuit les sols calcaires, alors il est calcifuge. Donnée numéro 2, deux plantes, Lupinus luteus, qui est une plante calcifuge, alors qui n'aime pas le calcaire, et Vicia faba, qui est une plante calcicole, c'est-à-dire il aime le calcaire, ont été cultivées dans des milieux dont le pH de la solution du sol varie entre 5 et 11. Le document 2 présente l'évolution de l'absorption du calcium en fonction du pH. Et le document 3 représente l'absorption de potassium, K+, qui est un ion indispensable au développement des plantes, par les racines de Lupinus luteus en présence et en absence de Ca2+ dans le sol. Passons aux deux documents. Alors, document 2, comme elle montre, on a Ca2+ absorbé en nanomètres par gramme de la masse sèche en fonction du pH pour Lupinus luteus et Vicia faba. Et le document 3,
il montre l'absorption de potassium en milligrammes par gramme en présence et en absence de Ca de plus. Alors, comme question, à partir du document 2, comparer l'effet du pH sur l'absorption du calcium par les racines des deux plantes. Alors, passons au document 2. On voit que lorsque le pH du sol est inférieur à 7, la quantité de calcium absorbée par les deux types de plantes, Vicia faba et Lepinus luteus, est très faible. Mais ce taux d'absorption augmentera avec l'augmentation du pH du sol. Est plus importante chez Lepinus luteus, qui est une espèce calcifuge. Alors, question 3. À partir du document 3, montrez la relation entre Ca2+, et l'absorption des ions de potassium par les racines de cette plante. Revenons au document 3. Alors, on voit bien l'absorption de potassium en milligrammes par gramme en présence et en absence de Ca2+. Il est visible que la vitesse d'absorption des ions de potassium par les racines de Lepinus luteus en absence de Ca2+, est beaucoup plus grande que la vitesse d'absorption de ces ions en présence de calcium ou bien en présence de Ca2+. Donc, la présence des ions Ca2+ dans le sol empêche l'absorption des ions de potassium par la plante. Quatrième question. D'après les données de l'exercice, expliquez alors la répartition du chêne-liège dans les régions du Maroc. Alors, d'après ces documents, on peut dire que les ions de potassium sont indispensables pour la croissance des plantes. Ils ont également un rôle dans l'absorption de l'eau. Et comme les ions de calcium empêchent l'absorption des ions de potassium, ils empêchent alors le développement de la plante, ce qui explique l'absence du chêne-liège sur un terrain calcaire dans les régions du Maroc. Passons maintenant à la deuxième situation. La capacité de rétention en eau est l'une des propriétés physiques du sol. Pour mettre en évidence cette propriété, des chercheurs ont réalisé l'expérience de document 1. Et le document 2 présente l'évolution de la capacité de rétention en eau selon la texture du sol. Alors, comme vous voyez dans le document 1, on a 3 tubes. Alors, on a versé 100 ml d'eau dans 3 types de sols. Et on a l'eau filtrée. Alors, il y a une variation entre le sol 1, sol 2 et sol 3. Et le document 2, il présente la variation de la capacité de rétention en eau en fonction de la texture du sol. Ce qui est demandé dans la première question, c'est de calculer les valeurs de capacité de rétention en eau pour les 3 sols. Alors, la capacité de rétention en eau, c'est le volume d'eau retenu par le sol après filtration, c'est-à-dire après drainage d'eau par la gravité. Et elle est calculée par la formule suivante. VR est égal à V moins VG, c'est-à-dire le volume de rétention, est égal au volume initial moins le volume d'eau après drainage par la gravité. Alors revenons au document 1. D'après ce document, on a 3 sols, sol 1, sol 2 et sol 3. Et dans les 3 sols, on a versé 100 ml. Dans le sol 1, après qu'on a versé 100 ml, on a obtenu comme eau filtrée 80 ml. Et pour le sol numéro 2, après qu'on a versé 100 ml, on a obtenu 70 ml. Et pour le sol 3, après qu'on a versé 100 ml, on a obtenu comme eau filtrée 88 ml. Alors, le sol 1, le volume de rétention, c'est 100 ml moins 80 ml l'eau filtrée. Alors, le volume de rétention est égal à 20 ml. Pour le sol 2, alors VR,
le volume de rétention, est égal à 100 ml, moins 70 ml est égal à 30 ml. Et pour le sol 3, alors on a versé également 100 ml et on a obtenu comme eau filtrée 88 ml. Alors, VR pour le sol 3 est égal à 12 ml. Deuxième question. Ce qui est demandé, c'est d'écrire l'évolution de la capacité de rétention en eau en fonction de la texture du sol. Alors pour la deuxième question, ce qui est demandé, c'est d'écrire l'évolution de la capacité de rétention en eau en fonction de la texture du sol. Revenons au document 2, qui montre la variation de la capacité de rétention en eau en fonction de la texture. Passant du sable à l'argile, il y a une texture décroissante. De même, on voit bien qu'il a une capacité de rétention en eau qui augmente en fonction de la diminution de la texture. C'est-à-dire, plus la taille des grains diminue, plus la capacité de rétention en eau augmente. Alors pour la question 3, déduire la texture de chacun des trois sols, sol 1, sol 2 et sol 3. Alors, on a obtenu tout à l'heure, pour le volume de rétention, pour sol 1, 20 ml, pour sol 2, 30 ml et pour sol 3, 12 ml. Et on a vu que on a une proportionnalité entre la capacité de rétention en eau et la texture du sol. Alors, d'après ces résultats, on peut dire que le sol 1 est un sol limoneux, et le sol 2 est un sol argileux, et le sol 3 est un sol sablonneux. Alors, pendant cette séance, on a fait également une partie des restitutions des connaissances et une partie comme exercice où on a fait 2 situations. J'espère que ce qu'on a vu aujourd'hui sera utile pour vous et merci de votre attention.